Bonjour Julien, content d'être avec toi. Peux-tu te présenter de la naissance à maintenant? Alors, c'est un gros programme. Alors, la naissance à maintenant. Donc je suis né le 24 janvier 1970 à Amiens. De parents comédiens. Alors après ma vie, moi je n'ai fait que suivre mes parents dans leurs aventures de théâtreux des années 70. Les baba cool des années 70. Donc ça a commencé à Amiens, après je suis parti à Rouen, et après on est arrivé à Beaune en Côte d'Or avec la création des centres dramatiques de région, donc le centre dramatique de Bourgogne. Mes parents étaient tous les deux comédiens permanents au centre dramatique de Bourgogne. Ensuite le théâtre il est allé à Gilles-les-Citeaux, toujours en Côte d'Or, dans un château au milieu des vignes. C'était assez rigolo, on vivait en communauté avec ma sœur, voilà. Et puis après, de Gilles-les-Citeaux, on s'est retrouvé à Dijon, dans une église. Le centre dramatique est dans une église, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc j'ai grandi au milieu du théâtre, au milieu rythmé un peu par les répétitions obligatoires des mercredis et des week-ends, parce qu'on ne faisait pas garder les enfants, donc les enfants suivaient à l'époque. Donc voilà, j'ai grandi à moitié dans les théâtres. Et puis j'ai eu un bac A3 cinéma, qui sont les bacs qui récupèrent un peu les élèves qui ont un peu du mal avec les systèmes scolaires, les bacs artistiques. Donc j'ai eu le bac un peu tard, et suite au bac, je suis allé à Paris 8. J'ai fait une maîtrise de cinéma à Paris 8. J'ai commencé à travailler un peu dans le monde du cinéma, comme assistant, comme régisseur, tout ça, tous les petits boulots. Mais ça m'a pas plu du tout. Humainement, c'était quand même, pour moi, assez difficile. Je n'aimais pas trop. Voilà. Et un hasard, j'étais encore étudiant, un hasard m'a fait rencontrer quelqu'un dans un bar. Et il cherchait un poursuiteur dans un cirque. Donc moi, j'ai besoin d'argent. Donc j'ai été poursuiteur dans un cirque à 12 mètres de haut, sous un chapiteau, un 4 mâts, à 1500 places, le cirque du Grand Céleste. Et au bout de 3 mois, le régisseur Lumière avait couché avec la femme du directeur du cirque, donc un matin il s'est barré, et le directeur du cirque m'a demandé de faire régisseur Lumière. Parce que je connaissais rien du tout, donc j'avais vu un peu comment ça marchait, mais je connaissais rien. Et donc j'ai fait ça pendant 4 mois. Et j'étais régisseur Lumière dans ce cirque. Donc on apprend très très vite, parce que sous chapiteau, il n'y a rien, il y a juste il y a une borne avec du 380, on sait que c'est dangereux, mais il faut partir de là et tout installer. Donc il a fallu que j'apprenne très très vite. Et après, quand je suis rentré à Paris, du coup j'aimais plutôt bien, et puis j'ai croisé des gens, et j'ai commencé à travailler comme régisseur lumière, régisseur plateau, pendant assez longtemps. Et après, on m'a proposé un poste de directeur technique à 28 ans, un poste de directeur technique au Théâtre Paris-Villette, qui est un théâtre de création contemporaine. On était coproducteur de tous les spectacles, donc il y avait une implication très importante. Voilà, donc on a travaillé avec Joël Pomera, avec Claire Lannes, avec Laurent Pelli, avec Carcara, avec Jean-Paul Delors, avec tous ces gens-là, qui étaient des réguliers au théâtre. Et là, c'est pareil, c'est encore une autre expérience où on apprend autre chose. Et en plus, c'était en coproduction, donc on était vraiment très très impliqués dans le processus. Et moi, comme directeur technique, dans le processus technique, artistique, il y avait des conséquences à tout ça est lié. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'être là, donc j'ai démissionné, et ça fait 10 ans que je suis éclairagiste de théâtre, l'écriture de la lumière pour les metteurs en scène. Voilà, donc ça c'est mon métier, je gagne ma vie avec ça. Avec mon amoureuse, on a créé une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Écorchés. Et on doit en être à 6-7 spectacles. Donc je mène en parallèle mon activité d'éclairagiste pour les autres metteurs en scène, qui sont des gens à qui je travaille de manière un peu fidèle pendant des années. Et puis on monte la compagnie et on fait nos spectacles. Des collaborations fondatrices.
les collaborations de travail, quand j'étais plutôt technicien, Mohamed Rouabi, la compagnie des Acharnés, compagnie de Paris, on a travaillé 10 ans ensemble, on a fait le spectacle 6 ou 7. Ça a commencé avec Malcolm X, qui est une pièce que lui avait écrite, dans laquelle il jouait, avec 2 rappeurs, un DJ et une chanteuse. C'est un spectacle qui a fait le tour du monde. Ça a duré 5 ans. Et avec Mohamed, le dernier spectacle que j'ai fait avec lui, c'était Vive la France. Une histoire de la France revisitée à travers les yeux de l'immigration. Il y avait 18 personnes sur scène, et c'était que des Noirs et des Arabes. Moi, j'étais sur le plateau avec eux, comme régisseur général, et au plateau, et scéno avec Mohamed. Et donc c'est une histoire de la France revisitée sous les yeux de l'immigration, et c'était un spectacle juste magnifique. On voit jamais ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Moi, j'aurais pu arrêter de faire du théâtre après avoir travaillé là-dessus. Et on a fait deux épisodes, donc 2 épisodes de 3h30, sur vraiment l'histoire de France. Mohamed, c'est vraiment l'engagement, après son histoire et tout ça, c'est vraiment l'engagement politique au service de sur un plateau. Et Mohamed, il arrivait à partir sur des choses poétiques à chaque fois. C'est-à-dire que c'est des spectacles coup de poing. Sa compagnie, c'est les Acharnés. Sauf qu'il transformait toujours, il y avait toujours beaucoup de poésie dans ces spectacles. Et une vraie douceur avec une grosse colère. Et pour moi, ça a été... moi, on est dans l'endroit juste du théâtre, au niveau politique. Et ensuite, il y a la compagnie Les Endimanchés, Alexis Forestier. On a longtemps collaboré aussi. Et là, c'est autre chose. Là, c'était ce qui nous liait, c'était notre amour pour l'avant-garde des années 20. Justement, tout ce problème de la narration, au récit, aux mots. Et Les Endimanchés, Alexis Forestier, c'est un ancien groupe de rock. Il faisait les premières parties des Berus, tout ça. Il faisait partie du rock alternatif dans les années 80. Et partir de là et refaire du théâtre. Et voilà, ça, moi je dirais, c'est mes deux pères spirituels. Je pense que c'est avec ces 2 personnes-là que j'ai défini ce que moi j'avais envie de faire. Et j'ai l'impression que je suis entre les deux un peu. J'espère que je fais mes objets à moi, mais au milieu de ces deux personnes-là. Ton expérience à Vincennes, tu la juges comment a posteriori? Moi j'ai beaucoup aimé Vincennes. C'est une fac d'anciens 68 arts qui essayait de réfléchir autrement, la pédagogie, le rapport à la fac, le rapport à l'enseignement. On faisait nous-mêmes nos cours, on choisissait nous-mêmes nos profs. Moi, ça me correspondait vraiment très bien. J'avais tout organisé sur 2 jours de cours, de 9h du matin à 11h30 du soir. Je faisais tout. J'étais à Paris, je découvrais Paris, j'avais toute la semaine pour moi. J'allais au cinéma, au théâtre, je me promenais, je lisais, je fouinais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'enseignement à Vincennes. Et c'est là, je pense, où j'ai forgé toute la théorie de mon travail un peu. Ton positionnement dans le théâtre semble politique. En général, on fait de la politique pour changer les choses. Qu'est-ce qu'il y a à changer actuellement? Alors, il y a plein d'idées dans la question. Il y a plein de choses. Mon positionnement dans le théâtre semble politique. Oui, parce que je pense vraiment que tout est politique. La politique, elle est dans tout. La politique, c'est l'organisation de la société, c'est l'organisation du monde. Je pense que la politique, elle est absolument partout. Et qu'on peut pas vivre sans se préoccuper de comment on cohabite avec les gens, et il faut absolument se positionner par rapport aux autres, quoi. Donc ouais, c'est pas un gros mot, quoi, la politique. C'est pas un gros mot du tout, la politique.
Il y a la politique politicienne, mais en général, on fait de la politique pour changer les choses. Ah ouais, on a toujours envie d'améliorer les choses, on a toujours envie d'avancer, on a toujours envie de réinterroger, de se questionner, de modifier. Ouais, moi j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de changer les choses. Ouais. Je suis un citoyen, je suis un papa, et j'ai envie de changer les choses. Ouais. D'où vient cette idée de secouer la bourgeoisie? La bourgeoisie, c'est un vieux terme, ça veut encore dire des choses, mais c'est rigolo, je faisais la Révolution française avec ma fille, et donc il y avait les nobles, le clergé, et de l'autre côté il y avait le tiers-état, et la bourgeoisie faisait partie du tiers-état. Et la bourgeoisie fait plus trop partie du tiers-état. Et il y a autre chose qui s'appelle pas la bourgeoisie et qui pour moi est pire dans le monde actuellement, c'est tous ces nouveaux arrivants, là, c'est tous ces traders et tous ces gens qui spéculent sur nos vies, sur nos sociétés, sur l'organisation de nos sociétés, tous ces gens qui spéculent sur la dette et tout ça, quoi. C'est absolument horrible. Donc ouais, il y a plein de gens qu'il faudrait secouer. Ouais. Moi je pense qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, qui veulent pas le partager et qui veulent juste les bénéfices. Et ouais, on a plutôt intérêt à les secouer. Alors est-ce que c'est la bourgeoisie? Elle en fait peut-être partie. Une certaine partie en fait partie. Ouais. Tu as un positionnement particulier à la narration. Peux-tu l'expliquer? Ouais, ça vient de... Je crois que toute cette réflexion, elle est née de Paris 8 et d'un prof en particulier qui s'appelle Prosper Hilaire, qui était un spécialiste de l'avant-garde des années 20. Et l'avant-garde des années 20 part du principe que le cinéma... Quand on a inventé le cinéma, on l'a détourné de son rôle premier et qu'on lui a demandé de raconter des histoires. En gros, on lui a raconté de faire de la littérature. La littérature le faisait très bien et on lui demande de faire de la littérature, de raconter des histoires avec des personnages, de la psychologie. Alors ouais, ça peut être une part du cinéma. Mais il n'y a pas que ça. Le cinéma, c'est du mouvement d'abord. D'abord, le cinéma, c'est du mouvement, c'est de la lumière en mouvement. Et on peut partir de ce principe-là pour essayer de raconter autrement le monde, les choses, des choses sensibles. Et moi, je pars de là. C'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup. Et j'essaye, en effet, de raconter autre chose que de la pure narration, de la psychologie, des personnages, une histoire... Alors je raconte des histoires, mais à ma manière. Et j'essaye de raconter... Oh putain, c'est grave, pardon. Je deviens très grave. J'essaie d'avoir une narration plus organique, plus dans les tripes, plus sensible qu'une chose littéraire et intellectuelle. Intellectuelle, j'aime bien ce mot-là. Intellectuel, c'est juste réfléchir, mais oui, j'ai envie de parler aux tripes, quoi. Ouais. Quelle place a, selon toi, la cave dans la culture? La cave, c'est là où on va... C'est en dessous du niveau. Donc c'est des choses cachées, c'est des choses enfouies, c'est des choses où on va cacher des choses. On va stocker aussi des choses. Vachement intéressant ça. C'est des choses qu'on ne va pas jeter, on les met à la cave. C'est-à-dire qu'elles n'existent plus avec nous, mais elles sont encore là, elles sont planquées. Et quand on ressort de la cave, donc on ressort des choses, on remet à jour des choses qu'on avait enfouies. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand on en sort, ce qui veut dire... Je pense que c'est bien de travailler dans la cave. La cave, c'est le lieu, je crois, où on peut travailler, où on peut réfléchir. Après, à un moment donné, il faut sortir de la cave. Peux-tu me parler de « Et les poissons partirent combattre les hommes » Donc le texte d'Angelica Lidl.
Le projet est né parce que je voulais retravailler avec Benjamin Mba. On avait déjà fait La chute de l'ange rebelle, un texte de Laurent Fichet. Le travail avait été vraiment très très agréable et très fort. Je voulais travailler avec Benjamin et je lui ai donné une dizaine de textes. Il me demandait de choisir des textes que j'aimais bien, forcément que j'avais chez moi. Et Benjamin, il a flashé sur Les poissons partir combattre les hommes. Alors c'est pas une mince affaire parce que Liddell, moi j'aime beaucoup Liddell, j'aime bien le thème, j'aime bien son écriture, sa provocation, tout ça. Après au niveau théâtre, au niveau du théâtre, c'était pas simple. C'était pas simple. Sauf que on a réussi vraiment à complètement tout décaler. Parce que normalement c'est une pièce qui est écrite pour 2 femmes blanches qui regardent des migrants s'échouer dans la mer Méditerranée. Et là moi je l'ai monté avec Benjamin, qui est un homme noir, déguisé en femme et déguisé en blanche. Et du coup, ce double travestissement, pour moi justement, j'arrivais à me détacher du texte initial de Liddell et ça raconte complètement autre chose. Quoi, complètement. Non, ça parle, ça traite de ce qu'il y a dans le texte, mais ça nous amène aussi un petit peu ailleurs. Ça nous décale le regard. Et moi, j'aimais beaucoup, voilà, j'avais besoin de trouver ce décalage-là, qui est le mien. Liddell, elle est dans une espèce de provocation directe et immédiate. Moi, j'avais besoin de trouver mon décalage et je l'ai complètement trouvé avec Benjamin. Après, les poissons, c'est insupportable parce que il suffit d'allumer la télé ou d'écouter la radio, on en parle tous les jours, mais on en parle comme ça. Et c'est comment, à un moment donné, revenir à l'urgence de la situation et revenir, au fait, à l'origine, quoi. C'est juste des hommes qui fuient leur pays et que c'est juste insupportable. Pourquoi il faut bousculer la bourgeoisie? C'est la question d'avant. C'est pour ces raisons-là. Cette année, tu mets en scène Lentement. Encore Howard Barker au Festival de Cave. Alors ça, c'est vraiment un hasard. C'est que je savais pas du tout que Guillaume Dujardin adorait Barker. Sincèrement, je ne savais pas du tout. Et Lentement, c'est né parce que j'ai découvert Hunt, que Guillaume avait déjà travaillé. Et c'était pour mon amoureuse. J'avais adoré ce monologue. Sauf qu'il est monté avec Nathalie Dessay, tout ça, donc j'ai laissé tomber. Et dans le bouquin, il y a la suite, il y a Lentement. Et quand j'ai lu Lentement, j'ai immédiatement vu José Drevon, Céline Morvan et Elisabeth Barbazin, qui est ma mère. Donc ma mère, ma femme et ma tata. Et voilà, c'était exactement elle. Et j'avais absolument envie de le faire avec elle. Et ça parle comme ça de la destruction d'une société, d'une chose qui ne fonctionne plus du tout. On n'arrive plus du tout à s'entendre, à s'écouter, à se parler, à trouver un accord et tout ça. La pièce parle exactement de ça. Et je trouvais qu'en plus, ça parle exactement de l'endroit où on est en ce moment. Au niveau de la politique, au niveau de l'engagement, au niveau de... là, on l'a vu avec les élections. C'était super violent. Moi, je me suis engueulé avec plein de gens. On n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se parler, et on n'arrive plus à trouver aucun consensus de rien, quoi. Donc je trouve vraiment que la pièce, elle est exactement au bon endroit maintenant. Et après, Barker au Festival de Cave, ça, je suis désolé, c'est ma méconnaissance de l'histoire du Festival de Cave, mais je ne savais pas qu'il y avait plein de Barker qui avaient été montés. Donc c'est un hasard. Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Ça t'inspire quoi? Le bon côté, c'est peut-être la reconnaissance du fait que l'écriture de chansons, tout ça, ça rentre dans la littérature. Ouais, c'est peut-être ça qui est pas mal. C'est comme le rap où pendant longtemps on a dit que c'était pas de la musique, c'était rien, c'était pas de l'écriture. Et on commence tout doucement avec certains rappeurs à les reconnaître comme des écrivains, quoi, comme des choses qui ont une patte, qui ont une écriture, qui ont un style, qui ont quelque chose à raconter.
Parce que moi, ça me parle pas plus que ça, Bob Dylan. Ouais, Bertrand Cantat, prix Nobel de littérature en 2020, ouais, ça serait vachement bien. Ouais, tu le penses? Ah, ça serait bien, les textes. Il y a des textes qui sont redoutables. Les grands textes, nous n'avons fait que fuir et tout ça, c'est juste magnifique, quoi. Parle-moi de tes nouveaux projets. Il se passe quoi après le festival pour toi? Alors, mes nouveaux projets. Moi, j'ai une double vie d'éclairagiste et de metteur en scène. L'année prochaine va être une grosse année d'éclairagiste sur des gros projets. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps. Par contre, les nouveaux projets, on va peut-être faire... Je voudrais absolument aller à Avignon avec les poissons parce qu'il se passe vraiment quelque chose de très fort avec le public. Même des gens qui vont pas au théâtre. On commence à l'avoir tourné un petit peu en dehors du Festival des Caves. On a des dates et à chaque fois qu'on joue, il y a des gens qui viennent et ils nous achètent. Donc il se passe vraiment un truc avec ce spectacle. J'ai envie de continuer. J'aimerais peut-être aller, pourquoi pas aller à Avignon, même si je voulais pas. Mais voilà, on va réfléchir à ça. Et ensuite, j'ai un projet, moi, qui me tient à cœur, qui s'appelle Cassandre. Cassandre avec un S. Et c'est à partir de Cassandre de Christa Wolf, qui est une auteure est-allemande. Alors c'est un roman, donc il faut adapter. Donc il faut adapter le roman et il faut rajouter plein de textes. Et c'est sûr, ça rejoint un peu toutes les questions politiques, quoi. Le Cassandre de Christa Wolf prend Cassandre quand Cassandre a prédit la chute de Troie et elle a vu sa propre mort, donc elle n'a plus rien à perdre. Et elle revient, c'est toute une digression sur le pouvoir de vision, de lucidité, Mais je voudrais tout transposer maintenant avec des textes très politiques sur l'économie, sur l'écologie, sur tous les thèmes où on sait qu'on va dans le mur. On le sait depuis des années, il y a des analyses, il y a des choses comme ça. Il y a des sociologues, quoi. Tout le monde travaille là-dessus pour dire qu'on va dans le mur et on ne tient pas compte de ça. Et moi, j'ai envie de faire de cette matière sociale, philosophique, économique, écologique, tout ça, j'ai envie d'en faire du théâtre. C'est incroyable à quel point, quand tu travailles un spectacle, la parole, elle vient, la justification des choses, l'explication des choses, la précision, tout ça est très clair. Et dès qu'il s'agit de parler de ce spectacle-là, une espèce de mise en abîme de soi, où on parle de soi, c'est complètement... Donc j'ai plein de trucs à dire, mais derrière les caméras, derrière les ampoules, et sur les plateaux avec les comédiens, et puis voilà. Mais là, comme ça, tout nu devant, c'est pas mon truc. Parce que j'avais voulu être comédien, j'ai été élève comédien, mais je suis malade. Je suis malheureux, donc c'est pas la peine.